Merci Nicolas. Nous allons passer maintenant à la problématique de l'impact sanitaire de la pollution de l'air. Et nous avons l'honneur de recevoir M. Mazen Malkawi, qui représente l'Organisation mondiale de la santé. Bonjour, good morning, assalamu alaikum. I would like to start by thanking the organizers of this conference for giving me this opportunity to speak to the distinguished audience. I wish we have this similar thing in the region, the sort of interest to air quality and health. Make use of the time before tell the technical problems. I'm coming from the World Health Organization, from the Eastern Mediterranean region. Just some geographical naming of the regions. The World Health Organization is dividing the world into 6 regions: Africa, Americas, Eastern Mediterranean, Europe, Southeast Asia, and Western Pacific. I'll be using a sort of comparison between the different regions. We belong to the Eastern Mediterranean, which is more or less close to the MENA region, actually. But this is our region, 22 countries, including almost all Arab countries except for Algeria and Comoros Island. And we have some Islamic countries like Afghanistan, Iran, and Pakistan. A quick idea about the region. About 550 million people are living in 22 countries of the region. The burden of disease is very high. It's about 1/4, meaning that about 1/4 of the burden on health is coming from different environmental risk factors, including air pollution. If you translate this into numbers, we are losing 1 million deaths annually because of different environmental risk factors. Out of 4 dies, 1 died because of related to environmental risks. The region is diverse. It is actually categorized into 3 groups. Group 1, where really the development is high relatively. Environmental health services are good. Very small amount of population live in this group of countries, about 7%. As you see, the number of daddies or healthy life years that are lost is not that high. We are losing about $27 billion because of environmental risk. Basically, this is the Gulf countries, the oil-producing countries. The second group, group 2 countries, where the development is middle, the income is not that high. The environmental health services are reasonable, but not adequate. About 50% of the population are living in this region, in this part of the region. And the burden of disease is relatively high. Mostly, it's the Mediterranean, actually. The countries that are facing the Mediterranean are belonging to this group. The third group, where really the development is very low, the environmental health services are lacking, about 50% of the population are living, but unfortunately we have all the types of difficulties. On top of environmental risks, all the emergencies are happening in these countries. In November 2013, the regional committee, which is the ministers of health of the region, actually agreed on a strategy to face environmental health risks in the region, and those are the type of priorities that we are facing in the region. And as if you see, air pollution comes actually in the 3 groups of the countries. We have outdoor air pollution, we have indoor air pollution, and we have lucky countries where really they face both the indoor and outdoor air pollution. The linkage and the evidence linking the air quality to health is very strong. WHO developed several air quality guidelines where really linkage is made in numbers and figures. It is associated with stroke, cardiovascular diseases, cancer, and it affects the women and the children. Most recently, the IARC issued a statement saying that the particulate matter is a carcinogen. There's no more for discussion. From Paris, actually, this year in March, the burden of disease on air quality was launched. The world is losing 7 million people because of issues related to air quality.
And out of this, 7,400,000 are coming from the 22 countries of the region. In the beginning, I think it was mentioned that 42,000 are unfortunately dying in France because of air quality. I'm afraid to say that the figure is much higher in our region. Actually, the estimates at the regional level have just been launched in the beginning of the year. The estimates per country will be, it is being finalized. It will be launched or issued in early 2015. Actually, this goes along with another study that was done in 2012 by the Institute of Health Metrics and Evaluation, the IHME, and their famous Global Burden of Disease in 2012, which, by the way, is being updated at the moment. This is more details about the burden. You know, as I said, we have outdoor air pollution and indoor air pollution. These are some pictures that is really reflecting what are we facing, starting from the sand and dust storms and ending up with the indoor, where really tobacco smoke is being practiced in several countries of the region, and the indoor air pollution because of cooking and heating is not health friendly. And another fact that this air pollution is being aggravated by climate change. There is very strong evidence that the frequency as well as the duration of the sand and dust storms is increasing in the region with all what it means, you know, from a health impact. For instance, for the last 3 or 4 years in Jordan and the neighboring countries, we started seeing the sand and dust storms in autumn. Usually those come in spring, not in autumn, but even our colleagues from the World Meteorological Organization are saying that there is a strong evidence that the number is increasing. This is the IHME study, the one in 2010. You see, this is the countries of the region along with the number of deaths per different air pollutants. If you look at the country like Afghanistan, they are losing 2.5 people almost per 1,000 population. I think this is more serious than the war. If you estimate the figure, it's killing more people than the current war that is going there. If you look at other countries like Pakistan, or even the countries that are facing the Mediterranean, like Egypt, Libya, Tunisia, Lebanon, unfortunately, we are losing a lot of people because of ambient air pollution, mainly because of particulate matter, but also we have occupational problems. We have second smoke problems as well. What are the challenges in the region? Actually, our office did a survey a couple of years ago, and the main conclusion that unfortunately several countries of the region still do not have adequate regulations first, or systems, you know, to monitor and to report, you know, air quality. You know, the other part of the problem that you might not see it from a remote basis, that several cities have monitoring, but unfortunately we are facing difficulties of reporting the data of those cities. And actually a very big evidence, again in May this year, the WHO database on air quality in urban cities was launched. It includes data actually from, it includes data on PM10 and PM2.5 in about 1,600 cities from the world. Unfortunately, only 26 cities from our region. Another observation that in view of the lack of systematic ways and approaches for estimating weather exposure or impact on health, also research is lacking in the region. Unfortunately, the research institutes are not much concerned with what's happening on this is an idea about the number of cities per 1 million population. If you look at, it was showing that the number per million population is much less than the other regions, whether in the high-income countries or the low-income countries of the region. There was a pointer here.
The EMR, if you look at the figure, the third column, it's much less than what we see, for instance, in Europe or in other parts of the world, which demonstrates really the gap of data that we are facing. This is an idea. The figures to us is much more higher than what was presented in the previous presentation. If you look at the Eastern Mediterranean, the average is about 200. This is the annual average. We understand that mostly it is coming from sand and dust storms, but the figures in some of the cities are really very high. If you see it and compare it to the recommended level of 20 micrograms per meter cubed of what is being suggested by WHO, still we are very much higher than being healthy. This is an idea about some cities. If you look at Beirut, for instance, Tehran, Amman, Cairo, and Karachi, you see a city like Karachi, really the figures are high, something around 250. Also, even in countries where really the level of development is high, Abu Dhabi, Doha, Jeddah, and Muscat, still we are, all these cities are above the guideline level. Unfortunately, we have not much data on PM 2.5. And this is why when they did the global burden of disease, whether WHO or the IHME, they had to use, sort of satellite-based data or remote-based data. And this is coming from NASA. I don't know if you are familiar with this map. If you look at our region, starting from Morocco and ending up with Afghanistan, all the countries of the region are exceeding the limits. And really, this is a call for our countries who are participating in this meeting, that really we need to verify such figures, because this data is coming from satellite and remote modeling, chemical modeling, and unless we compare it with ground-based data, the whole estimates of health impact will be sort of not realistic. We all know that the air pollution and what is coming to our air is a multi-sectoral issue, and unfortunately, our sectoral policies are not well coordinated at the country level or at the regional level. And as I said, research is lacking when it comes to air quality and health. And I did some basic bibliometric analysis. It will be followed by one of the universities in the region is doing a thorough analysis on this. But this is just to give you an idea about what's going on as far as research. This data was retrieved from two databases, Index Medicus, which is all the health journals in the region, and the PubMed. And if you look at the figures, only 1.5% of the research, if you compare it, to the world, we are producing only 1.45% when it comes to air pollution and air quality. While the region is about 10% of the population of the world. If you look at it from this sort of scale, we are much behind. Even when it comes, the picture is better because when it talks about the impact of air pollution in health, about 1.8, a bit better when it comes to sand and dust storms, 2.3%. While I would expect we are the countries of the sand and dust storm that the research should be coming from our region. But unfortunately, for one reason or another, this is not happening. This is the research per country. If you look, most of the research is coming from countries like Pakistan, Egypt, and Saudi Arabia. Some of the other countries simply they are not doing any simple research. Take a country like Djibouti or Libya or Yemen, where really the burden of air pollution is very high. Try to look into what really researchers are discussing in those type of researches. Mostly they discuss the general or the broad terms of outdoor and air pollution. Some research, very minimal, on household energy and indoor air quality. Because we are coming from the health sector, where really our ministers of health they say simply, this is not our business, it's the business of others. We try to convince them by saying, okay, that interventions to lower, this sort of burden are there and they are cost effective. And for instance, shortening the short-lived climate pollutants saves at the global level 2 million
2.5 million people. Simply by, for instance, if you go and have a look at the fuel that is being used in countries of the region, it's a very dirty fuel, a lot of sulfur, a lot of lead. Simply by taking a policy on lowering the level of sulfur in fuel, that would make definitely the life better. Again, urban transport. Fortunately, we started seeing some public transport, systems in. These are pictures from Dubai and from Cairo. Now Saudi Arabia is embarking on this. All the Gulf countries are embarking. Jordan, thanks to the French government, will be starting with its first public transport, which hopefully will improve the urban air quality. The health sector is being accused to be one of the polluters. For greening the health sector and making it producing less air pollution is one of the interventions that is promoted. Again, this is a typical sandstorm desert. What we need actually, we need an early warning system to let the public health sector and other sectors be aware of what's happening. What really we need to raise the awareness at the national and regional level in countries of the region, and having the health impact of air pollution would give a very strong message and advocacy message to be sent to the other sectors. If you say to the Minister of Transport, sir, you are killing 50,000 people, and unless you take right policy in doing this, we will be in bad shape. You are justifying the role of the health sector in this. Then the political commitment, unfortunately, when it comes to air quality and its impact on health, the political commitment need to be raised. Linking it to climate change is not a bad idea. The health sector, unfortunately, at the moment is not capable of doing some of this, and we really need to build the capacity of the health sector for impact assessment of air quality on health. And I think we were chatting with some of the colleagues and back home that for those cities who have data on exposure, simply they don't know how to link it, and do the public health impact assessment. And I call from this place, if we collaborate on this, to have a sort of regional and at the national level training. In WHO, we do have the know, and we would like really to join hands with you in supporting the countries. There will be a big project early next year on air quality in cities. One city from the Mediterranean will be selected. If we can have another city actually in collaboration with your good self, that would be a nice idea as well. We need to affirm the health sector role actually, being a catalyst to let other sectors move. And from what I see actually from the system here in France, I see you have a very good system. If you help us in twinning between cities, for instance, from the region and from France here, joining hands in research, for instance, on some of the issues. I've seen a very good proposal on sand and dust storms that will be very helpful, to us, to see this model. And we need to outline a framework for action on air pollution for health, actually, to protect the health of the people. Two concluding remarks. We need help on monitoring and reporting, and sometimes it's not just the equipment, it's the know-how and the policy. And I believe that most of the countries of the region need capacity building when it comes to health impact assessment of air quality. And thanks for listening. Merci. On va continuer sur une thématique similaire concernant toujours l'impact sur la santé. Nous avons le plaisir de recevoir Mathilde Pascal, épidémiologiste à l'Institut de veille sanitaire. Bonjour. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs de ces journées assez ambitieuses pour m'avoir invitée.
puisque finalement la raison pour laquelle de telles journées se sont organisées, pour laquelle il y a autant de travaux sur la pollution de l'air, c'est parce que ça a des effets sur la santé. Yes. Ça va arriver. C'est bon. Donc depuis la loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie en 1996, pour la France, l'Institut de veille sanitaire est chargé d'évaluer les impacts sanitaires de la pollution de l'air en France. Dans ma présentation, je vais essayer de répondre à quelques questions que vous pouvez vous poser sur des spécificités méditerranéennes, et puis illustrer un peu les impacts sur la santé de cette pollution de l'air pour la France, et notamment pour la ville de Marseille. Alors, comme ça a été déjà cité précédemment, la pollution de l'air a des effets importants sur la santé. Aujourd'hui, il y a un consensus scientifique sur les impacts cardiovasculaires et respiratoires. Le CIRC a classé la pollution de l'air dans son ensemble, les particules fines et les particules issues du diesel comme des cancérogènes certains pour l'homme, en particulier comme pouvant causer des cancers du poumon. Ce qu'il faut voir, c'est que la pollution de l'air a un effet en fait oxydatif sur l'organisme et que absolument personne n'est épargné. Et historiquement, ont beaucoup été étudiés les impacts respiratoires, cardiovasculaires et les cancers. Mais aujourd'hui, on a aussi de plus en plus d'études qui montrent un impact, par exemple, sur la reproduction, des impacts sur le développement cognitif des enfants, par exemple, ou si on s'intéresse aux personnes âgées, des impacts sur les maladies neurodégénératives chez les personnes âgées. Donc, quand on pense aux effets de la pollution de l'air et qu'on pense notamment aux 7 millions de morts qui ont été cités, c'est vraiment un impact à minima, et derrière ces 7 millions de morts, il faut voir aussi le nombre très important de personnes de tous âges qui sont affectées par cette pollution. Donc ça a déjà aussi été évoqué, mais l'Europe méditerranéenne a quelques spécificités qui pourraient se répercuter en termes d'impact sur la santé. Notamment, les zones côtières sont très urbanisées, donc avec une population importante exposée à la pollution de l'air. Généralement, les villes de l'Europe méditerranéenne sont des villes où il y a un trafic important, c'est des villes où il y a beaucoup d'embouteillages, où les transports en commun ne sont pas forcément très développés ou très utilisés. Si vous prenez l'exemple de Barcelone, ils ont eu beaucoup de problèmes d'embouteillage. À Rome, il y a beaucoup d'embouteillages et beaucoup de scooters. Je pense qu'à Marseille, les transports en commun permettent pas forcément un accès facile à tous les quartiers de la ville. On a aussi dans l'Europe méditerranéenne des conditions météo qui sont favorables à la création de polluants secondaires. C'est assez visible sur la carte qui montre les dépassements des seuils d'ozone sur l'Europe, où on voit que l'ozone est vraiment un problème du sud de l'Europe. Les conditions météo peuvent aussi se combiner avec la pollution pour avoir un impact défavorable sur la santé. Et par exemple, à l'IVS, on a montré récemment qu'il y avait des synergies entre la pollution, ozone ou particules, et l'effet des températures élevées, et donc avec un impact plus important les jours de forte température et de forte pollution. Et puis enfin, il y a des sources assez spécifiques à cette région, comme les poussières de sable du Sahara et les feux de forêt. Alors, ces spécificités, ça a conduit plusieurs épidémiologistes européens à se rassembler dans un projet qui s'appelle MedParticles, qui était coordonné par le département d'épidémiologie de Rome, et qui a cherché à savoir si, finalement, est-ce que si on étudie que les villes méditerranéennes, est-ce qu'on va retrouver les mêmes résultats que les précédents projets européens où on avait étudié les villes de l'ensemble de l'Europe et où on mélangeait Stockholm et Rome dans la même analyse. Donc vous avez sur la carte les villes qui ont participé à ce projet. Donc il y a plusieurs villes espagnoles. Pour la France, c'était uniquement Marseille. Plusieurs villes italiennes et grecques. Un premier résultat de ce projet, c'est que quand les particules augmentent, la mortalité augmente. Donc, par exemple, pour une augmentation de 10 microns par mètre cube des particules des PM10, la mortalité augmente de 0,3%.
Et cette augmentation est encore plus importante pour les PM2,5 puisqu'elle augmente de 0,5% dans les jours qui suivent une augmentation de 10 microgrammes par mètre cube des particules. Et ce qui est important, c'est que ce résultat, donc calculé uniquement sur des villes méditerranéennes, il est totalement similaire à ceux qui ont été retrouvés pour d'autres zones, pour d'autres villes françaises, pour d'autres villes européennes, pour d'autres villes états-uniennes. Et donc, il n'y a pas de différence d'un point de vue épidémiologique entre les impacts de la pollution de l'air dans cette zone-là et dans d'autres zones. Une autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce que certaines sources particulières, comme les brumes de sable du Sahara, ont un effet différent? Donc ça, c'est encore une étude du projet MedParticles. La carte vous montre le pourcentage de jours qui sont affectés par des épisodes de brume de sable du Sahara dans la zone étudiée. Donc sur Marseille, c'est 17% des jours sur une année. Et dans certaines zones de Grèce, ça peut aller jusqu'à 1 jour sur 3. Et en termes d'impact sur les concentrations, ce n'est pas négligeable, puisque là, vous avez pour donc, les différentes villes du projet les concentrations de PM10 les jours sans brume de sable du Sahara et les jours où il y a au moins 1 microgramme par mètre cube qui vient des brumes de sable du Sahara. Et en moyenne, donc pour Marseille, il y a presque 10 microgrammes par mètre cube de différence. Malgré tout, quand on reprend les analyses épidémiologiques en distinguant les jours avec ou sans influence, sans contribution des brumes de sable du Sahara, on trouve exactement les mêmes résultats, ce qui permet de dire que l'impact sur la mortalité étant le même les jours avec ou sans brume de Sahara, les brumes ne sont pas les particules venant des brumes du Sahara ne sont pas moins dangereuses que les particules issues d'autres sources. Puisque des fois, il y a cette idée que les particules d'origine anthropique pourraient être moins dangereuses que les particules d'origine naturelle seraient moins dangereuses que des particules d'origine anthropique, et ce n'est pas confirmé par les études épidémiologiques. Au contraire, c'est le même impact, quelle que soit la source et le jour. Et donc ça devrait inciter... Alors malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire contre les brumes du Sahara. Avec le changement climatique, elle pourrait même augmenter en fréquence et en intensité. Donc sachant qu'il existe cette source sur laquelle on a peu de marge de manœuvre, ça devrait inciter à travailler encore plus sur les sources sur lesquelles il est possible d'agir. Une autre spécificité de la zone qui, heureusement, concerne encore assez peu la France, mais beaucoup des pays comme le Portugal ou la Grèce, c'est les feux de forêt. Les feux de forêt sont aussi un risque qui devrait augmenter avec le changement climatique. Donc le graphique, c'est le nombre de feux de forêt qui ont été inclus dans la période d'étude du projet MedParticles. Donc il y en a assez peu finalement à Marseille. Par contre, Rome ou Thessalonique, il y a un nombre important de feux de forêt et souvent des très grands feux de forêt. Et ce qui a été montré par le projet, qui était cohérent avec de précédentes études grecques, c'est que l'impact des particules sur la mortalité, notamment cardiovasculaire, est plus important, voire beaucoup plus important pendant les feux de forêt. Donc si on compare pour la mortalité cardiovasculaire, une augmentation de 10 microgrammes par mètre cube de PM10, un jour sans feu de forêt, c'est plus 0,7% d'augmentation de la mortalité. Donc là encore, c'est très cohérent avec les études menées dans d'autres zones. Les jours avec feu de forêt, c'est plus 4,5% d'augmentation de la mortalité. Donc un impact considérable. Après, les mécanismes de cet impact sont encore mal compris. Et il est certain qu'il doit y avoir les PM10 sont un marqueur du feu, et le feu peut être un facteur de stress très important pour les populations, et le stress déclenche des pathologies cardiovasculaires. Donc c'est très délicat dans ce type d'études de savoir quelle est la part qui provient du stress et où les particules sont un proxy en fait de ce stress, et la part qui revient réellement à l'exposition aux particules. Et je pense que sur la thématique des feux de forêt, il y a encore beaucoup d'études à faire à ce sujet. Alors, en termes d'impact sanitaire, la manière de répercuter les résultats des études épidémiologiques pour comprendre l'impact sanitaire, ça s'appelle l'évaluation d'impact sanitaire. C'est un outil qui est beaucoup développé par l'IVS. Aujourd'hui, la plupart des villes françaises et de nombreuses villes de PACA disposent d'évaluations d'impact sanitaire. Donc là, j'ai mis un exemple sur Marseille.
L'idée d'une évaluation d'impact sanitaire, c'est qu'on définit une zone d'étude. Donc là, vous avez la zone d'étude de Marseille qui est représentée. Et dans cette zone d'étude, on collecte des informations sur la situation sanitaire et sur la situation environnementale. La zone d'étude, elle est définie de manière à avoir une population qu'on puisse estimer exposée de manière homogène à la pollution quand elle se déplace dans la zone. Et donc dans la zone d'étude de Marseille, où on a près d'1 million d'habitants, on sait que 90% des déplacements domicile-travail se font à l'intérieur de cette zone. Donc une personne au cours de sa journée de travail et puis de sa soirée, elle va rester en majorité à l'intérieur de la zone et être exposée à la pollution estimée dans cette zone. Donc sur notre période d'études, qui est déjà un peu ancienne, 2004-2006, on avait par exemple en moyenne 30 microgrammes par mètre cube de PM10 et 20 de PM2,5 à Marseille. Des valeurs qui respectent les réglementations européennes, mais qui sont très au-dessus des valeurs recommandées par l'OMS pour protéger la santé. Et ce qu'on a calculé, c'est quel serait le bénéfice si on respectait ces recommandations de l'OMS. Donc les PM10, si au lieu de 30, on réussissait à atteindre 20 microgrammes par mètre cube, on éviterait plus de 180 hospitalisations pour des causes cardiovasculaires et respiratoires par an. Et pour l'ozone, plus de 11 hospitalisations pour les mêmes causes par an. Pour les PM2,5, l'impact est là beaucoup plus important. C'est 400 décès pour la zone d'étude, donc la ville de Marseille et les communes proches, qui pourraient être retardés chaque année, majoritairement pour causes cardiovasculaires. Ce qui est intéressant de voir, c'est que ces 400 décès, ça équivaut en moyenne à 7,5 mois d'espérance de vie perdue pour les habitants de la zone de 30 ans. Donc ça ne veut pas dire que tous les habitants meurent 7,5 mois avant le jour où ils auraient dû mourir. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de personnes qui vivent à Marseille aujourd'hui qui ont 30 ans, qui vont développer des maladies extrêmement graves de type cancer du poumon et qui, au lieu de mourir à 85 ans, vont mourir à 50. Donc avec des conséquences pour ces personnes, leur entourage et la société dans l'ensemble, vraiment très importantes. Et les calculs qu'on fait dans ces évaluations d'impact sanitaire, aujourd'hui, on est capable de les faire que sur la mortalité et sur les hospitalisations, parce qu'on manque d'études nous permettant de faire ces mêmes estimations pour un certain nombre d'autres indicateurs. Mais il faut voir que le poids de la pollution, une fois encore, ne s'arrête pas à la mortalité et aux hospitalisations. Il y a aussi tout le développement de pathologies chroniques, le recours aux soins, l'absentéisme scolaire, les arrêts de travail, la perte de productivité, etc. Et ça, c'est les mêmes calculs faits pour différentes villes européennes. C'est le projet AFECOM, vous avez peut-être déjà vu cette figure. Donc en Europe, effectivement, les 3 premières villes les plus polluées dans les 25 villes qu'on a étudiées, c'est plutôt l'Europe de l'Est. Et assez vite, à partir de la 4e place, on a les villes d'Europe méditerranéenne qui sont au top du classement. Donc Athènes, Barcelone, Valence, Séville, Rome, Marseille. C'est toutes des villes où pratiquement presque 1 an d'espérance de vie est perdu à cause de la pollution. Donc, je vais finir rapidement. Je suis désolée, je déborde un peu, mais la santé mérite, je pense, un petit débordement. J'insiste sur le fait que la pollution a des effets majeurs sur la population, sur l'ensemble de la population, dès le plus jeune âge. Un point que je n'ai pas pu développer en si peu de temps, mais qui est important, c'est que la pollution contribue de manière importante à du développement de pathologies chroniques. Et un résultat intéressant du projet AFECOM, c'est que si on s'intéresse uniquement à l'impact de la pollution sur les crises d'asthme, donc un impact aigu, on trouve que dans 10 villes européennes, 1500 crises d'asthme et 20 hospitalisations d'enfants à cause de la pollution. Si on prend en compte le fait qu'un certain nombre d'enfants, entre 15 et 30%, sont devenus asthmatiques parce qu'ils étaient exposés à la pollution, à ce moment-là, c'est plus 1500 crises d'asthme qui sont attribuables à la pollution chaque année, c'est plus de 14 000 et 260 hospitalisations d'enfants pour asthme. Donc hospitaliser un enfant pour asthme ou avoir un enfant qui est asthmatique, c'est loin d'être anodin.
Et dernier point, donc c'est... on a beaucoup parlé récemment des pics de pollution. C'est important de rappeler que la majeure partie du problème vient de l'exposition à des niveaux chroniques. Et en particulier... je vais juste passer à ma dernière diapo. Je reviendrai un peu en arrière après. Donc je suis désolée, ça c'est pour Paris, c'est pas pour Marseille. C'est un graphique qui vous montre en bleu la répartition des jours de concentration de PM10 en fonction du niveau de concentration mesurée, donc de 0,10 aux valeurs très élevées. Et en rouge, c'est les hospitalisations pour cause cardiovasculaire associées à ces niveaux. Et donc vous voyez que quand on est aux concentrations supérieures à 80 microns par mètre cube, donc ce qui est identifié comme un pic, finalement ça correspond à très peu de jours et l'impact est très faible. En fait, uniquement 7% des hospitalisations pour cause cardiovasculaire à Paris sont dues à des épisodes de pic de pollution. 93% de l'impact est dû à de la pollution chronique. Donc si je reviens un peu en arrière, des bénéfices sanitaires vraiment substantiels seraient obtenus si on améliorait la pollution de l'air. En plus, ça a été démontré, notamment aux États-Unis, où la qualité de l'air s'est bien améliorée, qu'il y avait effectivement un impact mesurable sur la santé, sur l'espérance de vie et sur la qualité de vie. Ces impacts sont substantiels même aux concentrations qui semblent basses, qui sont celles qu'on expérimente en Europe comparées à ce qui a pu être présenté pour le Moyen-Orient. Et vraiment, il ne faut pas se contenter de gérer les pics, mais vraiment agir sur la pollution de fond, sur les sources. Et je m'arrête là. Merci pour ce panorama très complet. On va terminer la première partie de cette matinée en s'intéressant maintenant à la problématique de la problématique économique de la pollution de l'air. Et nous recevons Olivier Chanel, qui est chercheur au CNRS. Merci, bonjour. Donc, on va parler d'aspects économiques et comme c'est peut-être pas complètement familier à la plupart d'entre vous, j'ai fait quelques rappels pour commencer avant de présenter ensuite 4 applications. Tout d'abord, je vais parler de la pollution atmosphérique locale, c'est-à-dire à l'échelle locale et régionale, et pas du tout de pollution atmosphérique globale qui relève par exemple du changement climatique ou de l'ozone stratosphérique, le trou dans la couche d'ozone. Ça, ce sont des concepts que je ne vais pas aborder, donc pas monétarisés. Ensuite, je rappelle que la morbidité concerne les consultations médicales, les traitements, les hospitalisations, alors que la mortalité concerne les décès. Enfin, un troisième point est de distinguer en économie ce qui relève du prix, donc de marché, de biens et services marchands. Donc il existe des marchés sur lesquels il y a des offres, des demandes qui s'expriment. À l'équilibre, nous obtenons une quantité d'équilibre et un prix d'équilibre. Alors que lorsque l'on parle d'un certain nombre de biens et services non marchands, il n'y a pas de marché, il y a seulement des valeurs qui sont disponibles. Donc c'est le cas pour le temps, le bruit, la douleur, la vie humaine, des aspects esthétiques. C'est un point important sur lequel je vais revenir, parce que pour les États, dans le PIB vont rentrer les aspects marchands, alors que les aspects non marchands, et en particulier la façon dont on valorise la vie humaine, ne rentrent pas du tout dans le calcul économique et dans la comptabilité nationale. Donc on a là 2 grandeurs différentes, et un des intérêts au point de vue économique est de pouvoir quantifier et intégrer à la comptabilité les aspects non marchands. Et enfin, je rappelle que les effets sanitaires de long terme sont ceux que l'on observe après une exposition de long terme à la pollution atmosphérique, le développement de maladies chroniques, comme l'a expliqué Mathilde Pascal, alors que les effets de court terme sont ceux qui surviennent dans les heures ou dans les jours qui suivent. Donc là, ce sont des séries temporelles qu'on observe et on regarde les variations de très court terme des indicateurs sanitaires suite à des variations des indicateurs de pollution atmosphérique. Donc, qu'est-ce que l'on va chercher à monétariser quand on parle de pollution atmosphérique ? Tout va passer par le bien-être de l'homme, étant donné qu'on parle, et là on est tous là ici parce qu'on est là sur Terre, et que s'il n'y avait pas l'homme sur Terre, la pollution atmosphérique ne serait pas un problème, en tout cas on ne serait pas là pour en discuter. Donc tout passe par la modification du bien-être de la population. Cette modification peut avoir des effets indirects. Hop, non, il n'y a pas de petit pointeur.
Non. Donc des effets indirects sur la gauche qui concernent la dégradation des bâtiments, des cultures. Derrière ces dégradations, on peut avoir des prix. Les bâtiments, il va falloir les nettoyer, donc il y a des prix. Pour les cultures, pour un même input, on va avoir moins d'output, un rendement moins élevé, donc les prix vont augmenter, donc il y a des prix. Partie droite du graphique, il va y avoir une modification du bien-être via des effets directs non sanitaires. Donc les nuisances olfactives, esthétiques, psychologiques. Donc le fait que vous sachiez que vous viviez dans un environnement pollué impacte votre bien-être. Donc ça, ce sont des effets qui sont du domaine du non-marchand. Et ensuite, et ça va être l'essentiel de la suite de ma présentation, nous avons les effets directs sanitaires, donc mortalité et morbidité, avec d'une part les coûts directs sur la gauche, coût d'hospitalisation, coût d'une consultation, coût de traitement, pour lequel on a des prix derrière, qui sont des prix observés sur des marchés ou des prix régulés par l'État, pour le prix des médicaments ou des consultations, et la mortalité avec la valorisation d'un décès, où là, ce sont des pertes de bien-être, des consentements à payer pour réduire la probabilité de décès. Pour la partie droite, nous avons des coûts indirects, donc les pertes productives associées qui sont mises en regard des coûts d'hospitalisation. On les appelle indirects parce que la pollution en elle-même ne va pas entraîner des pertes de production, mais va entraîner des hospitalisations, des maladies qui vont elles-mêmes entraîner des pertes de production. Et ensuite, un certain nombre d'aspects qui relèvent du domaine sanitaire, des aspects psychologiques d'être malade ou hospitalisé, la douleur, désagréments, la gêne, les effets induits, visites par les proches, les coûts induits par un décès, l'impossibilité de pratiquer des activités de loisirs. Et donc, la zone grisée représente le minima sur lequel les économistes sont d'accord, c'est-à-dire quand on parle d'une exposition à la pollution atmosphérique et des effets sanitaires associés, les économistes sont d'accord pour monétariser l'ensemble de la partie grisée. Pour les aspects non grisés, ça dépend du degré d'approfondissement du travail et de leur choix méthodologique, et c'est moins net. Donc, étant donné que c'est les journées méditerranéennes de l'air, j'ai pris soin de repartir des données qui ont été évoquées précédemment par Mazen Malkawi, le Institute for Health Metrics and Evaluation. Et donc j'ai collecté les données sur tous les pays riverains de la Méditerranée, sauf Monaco, parce qu'il n'y a pas de données, et Gibraltar, comme c'était rattaché au Royaume-Uni, ça me semblait un peu délicat de l'inclure. Donc nous avons le nombre de décès associés à la pollution atmosphérique ambiante, relevant des particules et relevant de l'ozone. Donc pas la partie air intérieur, dans la première colonne, après le nom du pays. Nous avons une valorisation en dollars de 2010 de cette mortalité qui prend en compte le niveau de développement du pays. Et donc au total, on retombe sur des chiffres comparables à ceux qui avaient été évoqués, bien qu'ils ne concernaient qu'une partie de la zone précédemment, de 150 000 décès environ et une évaluation de 372 milliards de dollars par an. Ensuite, ce que Mathilde Pascal a évoqué précédemment, l'étude AFECOM, à laquelle une soixantaine de chercheurs de 12 pays ont collaboré et qui concernait 25 villes. Donc j'étais chargé de la partie économique de cette étude. Et donc on voit en carré bleu les différentes villes étudiées. Un certain nombre sont autour de la Méditerranée, d'autres non. Et je vais présenter maintenant 3 résultats de cette étude. Le premier met en évidence le fait que les politiques de réduction des émissions, les politiques réglementaires, en particulier celles prises au niveau de l'Union européenne, ont des effets au niveau sanitaire et ont des coûts associés. Ici, ce que j'ai représenté, c'est pour les 25 villes étudiées, quels étaient les bénéfices annuels, c'est-à-dire on a considéré que c'était de la mortalité de court terme pour être conservateur dans l'évaluation, associée à la mise en œuvre d'une politique de réduction du SO2, du dioxyde de soufre, dans les carburants au niveau européen à partir de 1993. Donc cette réduction a entraîné des baisses de concentration de SO2 dans les villes, qui ont elles-mêmes entraîné une diminution de la mortalité. Et donc pour l'ensemble des 20 villes étudiées ici, nous avons un total par an, depuis l'an 2000, de 2200 décès prématurés évités, pour environ 200 millions d'euros de 2005 par an. Deuxième étude, on a cherché à estimer dans la FECOM et à monétariser les bénéfices annuels associés au respect dans 25 villes des valeurs guides de l'OMS pour les particules. Donc nous retrouvons la mortalité et la morbidité de long terme et la morbidité et la mortalité de court terme. Donc sans entrer dans les détails, donc on a les intervalles de confiance qui représentent la marge d'incertitude autour des valeurs centrales. Pour la mortalité de long terme, on observe environ un montant de 31 milliards d'euros par an.
Pour la mortalité de court terme, environ 200 millions par an. Et pour les hospitalisations respiratoires et cardiovasculaires, environ 20 millions par an. Donc on retrouve un ordre de grandeur que l'on a l'habitude de trouver lorsqu'on travaille en économie sur la valorisation des aspects sanitaires, c'est-à-dire 85-90% associés à la mortalité et 10-15% associés à la morbidité. Donc ce qui est préoccupant ici, c'est que, comme le disait Mathilde Pascal, il est difficile, long, coûteux de calculer le montant associé à la morbidité chronique. Donc, ce qui a été fait dans un des groupes de travail d'AFECOM, et c'est un travail un peu précurseur, que je vais essayer de résumer ici, est de considérer, d'aller vers une évaluation globale de la morbidité chronique. Donc, on part d'une population en bonne santé, elle est exposée à la pollution atmosphérique, que ce soit de long terme, d'un côté ou à d'autres facteurs, et ceci va déclencher des maladies chroniques, l'asthme et des maladies cardiovasculaires, les bronchites chroniques par exemple. Donc une partie de ces maladies chroniques sont dues à la pollution atmosphérique, bloc A en bleu, une partie de ces maladies chroniques n'est pas due à la pollution atmosphérique, bloc B. Parmi ces populations, elle va être également exposée à de la pollution de court terme, qui vont déclencher des exacerbations, des complications, des consultations, des hospitalisations. Donc c'est le bloc A' et B', qui sont dus à la pollution atmosphérique. Mais également des complications qui sont dues à d'autres facteurs et qui surviennent à la fois dans la partie de la population qui a développé une affection chronique associée à la pollution, donc ce sont A' et A seconde, et à la fois dans la partie de la population qui a développé des affections chroniques non dues à la pollution, bloc B' et B seconde. Donc ce que l'on a en rouge, c'est ce qui est d'ordinaire valorisé lorsqu'on s'intéresse à la morbidité aiguë, morbidité de court terme, donc l'évaluation standard en rouge. Et ce qui a été fait dans ce groupe de travail d'AFECOM, c'est d'avoir une vision globale des effets chroniques, à savoir comptabiliser également le bloc A, qui est le fait que les personnes développent une affection chronique à cause de la pollution atmosphérique, mais également le bloc A seconde, qui est le fait que des personnes ayant développé ces affections chroniques à cause de la pollution peuvent avoir des exacerbations, peuvent avoir des complications dues à d'autres causes, mais qui ne seraient pas survenues si elles n'avaient pas développé ces affections chroniques. C'est ce qui est d'ordinaire le bloc vert A seconde, pas du tout pris en compte par la littérature. Donc, la complication n'est pas due à la pollution atmosphérique, mais comme le développement de la maladie chronique était dû à la pollution atmosphérique, il faut également comptabiliser toutes les complications associées à ces autres causes. Et ceci étant mon dernier slide, bon, je vous passe les détails, c'est des calculs très compliqués, c'est pour ça que cela a été fait que pour 10 villes. Il faut modéliser au niveau de la rue, l'exposition, répartir la population par bloc, enlever les bâtiments publics, etc. etc. Donc c'est vraiment des choses très lourdes qui ont été faites par des collègues suisses participant à FECOM. Et le résultat ici que je représente, le carré étant évidemment, enfin le cube étant évidemment à l'échelle, et l'ordre de grandeur des résultats que l'on obtient lorsqu'on applique cette méthode à l'asthme chez les moins de 17 ans, donc asthme qui a été évoqué par Mathilde Pascal, et aux maladies coronariennes chez les plus de 65 ans. Donc on peut comparer les morbidités de court terme et de long terme, cela a été fait pour 10 villes de l'étude AFECOM. En rouge, c'est l'évaluation standard. Ce que donne l'évaluation standard, c'est uniquement calculer les bénéfices sanitaires de court terme associés à la morbidité due à la pollution atmosphérique, c'est environ 500 000 € pour la population considérée. En vert, nous avons le bloc que l'on avait précédemment en vert ici, qui est de prendre en compte le fait qu'il puisse y avoir des complications non dues à la pollution atmosphérique qui surviennent dans la population qui a développé les affections chroniques du fait de l'exposition à la pollution atmosphérique. Donc on voit qu'ici, on a quelque chose qui est environ 20 fois supérieur. Le reste du cube bleu représente les maladies chroniques dues à la pollution atmosphérique. Et le coût est énorme, parce que si vous développez un asthme à cause de la pollution atmosphérique, par exemple, cet asthme va durer toute votre vie. Selon sa gravité, il va y avoir des épisodes récurrents de réhospitalisation, des traitements médicaux et éventuellement une perte d'espérance de vie comparée à une population qui ne possède pas l'asthme. Donc si on prend en compte le coût chronique de la maladie sur l'ensemble de la vie, on a l'ensemble du cube bleu qui représente 321 millions d'euros. Et enfin, donc, si on somme les 321 millions d'euros plus le cube vert plus le petit cube rouge, on aboutit à 331 millions d'euros qui serait une approximation de l'évaluation complète de ce que représente le coût de la morbidité chronique pour ces 10 villes dans l'étude AFECOM. Donc je pense que je vais m'arrêter là et je vous remercie pour votre attention. Merci.
Merci. On va maintenant faire un échange avec la salle et répondre à certaines les spécialistes ici répondront à certaines de vos questions. On a à peu près 25 minutes pour le faire. On va essayer peut-être de prendre une ou deux questions par petits groupes de une ou deux questions pour essayer peut-être de pouvoir en poser un maximum. Je vous demanderai d'avoir des questions assez courtes de manière à pouvoir, dans les 25 minutes qui nous sont imparties, un maximum d'échanges possibles. On a déjà pris, je crois, une trentaine de minutes de retard. Par contre, je ne vois absolument rien. Si, je suis déjà debout. Oui, bonjour, je suis le docteur Souvé, conseiller régional et président de Santé Environnement France. Un petit commentaire pour dire que j'espère que très rapidement, il y aura des parcs à vélo devant le MUSEM et la ville de la Méditerranée, puisqu'on est tous pour le développement des transports doux. Oui. Je pense que c'est assez simple à faire. J'étais très intéressé par l'exposé de M. Marchand, puisqu'en effet, au niveau international, on trouve très peu d'éléments sur les particules secondaires. Et que l'essence, par exemple, est un producteur de particules secondaires. Avez-vous des précisions sur leur nombre, sur leur taille, puisqu'en tant que cardiologue, bien évidemment, c'est les particules de petite taille qui vont pénétrer et provoquer le stress oxydatif dans les vaisseaux et beaucoup de maladies cardiovasculaires. Donc, c'est les 2,5, c'est les 1, c'est les 0,1, tout ce qui se rapproche du nano. Deuxième question, j'ai été perturbé par l'exposé de Madame Pascal, disant que les PM minérales étaient finalement toxiques, mais vous me confirmez qu'elles le sont moins que les petites particules et que peut-être la surmortalité est due à des problèmes respiratoires et pas cardiovasculaires. Parce que tout ce que j'ai appris en cardiologie, c'est que c'était les toutes petites particules qui arrivaient à pénétrer et à faire ce stress oxydatif. Et après, une question sur le ton de l'humour, mais qui est en fait grave. Vaut-il mieux aller quand même en vacances au Caire plutôt qu'à Pékin, compte tenu de l'importance des particules minérales au Caire et sûrement moins à Pékin? Ouais, ça a l'air de marcher. Pour répondre à la première question sur la taille des particules secondaires, en fait, tout dépend de la population de particules initiales. La fraction secondaire des particules provient d'un transfert entre la phase gazeuse et la phase particulaire. Donc ces particules s'il y a une population de particules préexistantes dans l'environnement, ça va juste être un phénomène de grossissement des particules préexistantes. Si par contre il y a très peu de particules dans l'environnement considéré, les particules secondaires vont être très très fines, de l'ordre vont se former au niveau de clusters de quelques nanomètres, d'un ou deux nanomètres, et ensuite vont grossir jusqu'à une centaine de nanomètres si elles passent suffisamment de temps dans l'atmosphère. Mais en fait, tout dépend de la population initiale de particules dans le milieu. Donc sur les brumes de sable du Sahara, dans l'étude, on a pu étudier que les PM10. Et sur les PM10, on n'a pas vu de différence entre les PM10 des jours avec et des jours sans brume de sable du Sahara. Après, de manière plus générale, on étudie dans les études épidémiaux, c'est les PM2,5, les PM10 et les PM intermédiaires qu'on appelle les particules grossières qui sont entre 2,5 et 10. Et pour ces trois classes de particules, on observe des impacts à court terme sur les pathologies principalement cardiovasculaires, y compris donc pour les PM10 et les PM entre 2,5 et 10. Donc il n'y a pas que les PM2,5 qui sont un problème, les particules un peu plus grosses ont également un effet. Et malheureusement, aujourd'hui, on ne peut pas faire d'études épidémiaux sur des particules plus fines parce qu'on n'a pas les données environnementales sur des périodes suffisantes pour faire ce type d'études. Alors pour votre dernière question, j'ai jamais eu la chance d'aller au Caire. Par contre, je rentre de Pékin, où j'ai vécu du 300 microgrammes par mètre cube de PM2,5. C'est une expérience intéressante. Et puis, indépendamment de ça, la Chine est un pays aussi assez fascinant. Moi, aujourd'hui, vu les connaissances que j'ai sur la pollution de l'air et la santé, je pense que 300 microgrammes par mètre cube au Caire ou à Pékin, c'est pas bon pour la santé. Et cette idée que les particules qui viendraient de la poussière, du sable, seraient un peu moins dangereuses que les autres,
Je pense que c'est une idée fausse, ne serait-ce parce qu'on sait bien que les particules, elles ne restent pas bien séparées dans l'atmosphère, elles se mélangent. Quand on regarde la composition des particules qui viennent du Sahara, qui sont transportées en France, on voit qu'elles sont contaminées par des composants organiques volatiles, alors même si elles étaient propres au départ, ce qui est déjà une manière étrange de voir les choses. En voyageant dans l'atmosphère et en étant au contact des autres polluants, elles ont largement le temps de se salir. Et moi, j'ai du mal à comprendre cette idée que si c'est naturel, c'est pas dangereux, et si ça vient de l'homme, c'est dangereux. C'est vraiment une vision très simple, alors que le phénomène est extrêmement complexe. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question, j'espère. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Oui, Chantal Glisson. Very interesting, Cairo or Beijing. Actually, this is one of the reasons where some of the countries are not being transparent in sharing their data, because of their fear of this question. That okay, if we announce this, then tourists will not be coming to our city. And I would say that we need to have a very diplomatic way of addressing such a question. Thank you. D'autres questions? Je peux prendre? Oui. Donc Chantal Glisson, élue à Rognac, à une 30aine de kilomètres de Marseille. Je voudrais revenir sur les deux présentations de M. Dulac et Marchand, qui, ont, semble-t-il, ont évoqué un manque de données par rapport à leur programme Charmed. Est-ce que vous n'avez pas pu prendre en compte l'étude ESCOMP qui a été faite il y a une dizaine d'années? Alors, ce qui a justifié le fait qu'on refasse une campagne par rapport à Escompte il y a une dizaine d'années, c'est tous les progrès qu'on a fait au niveau des techniques de mesure, au niveau des suivis satellitaires, d'une part, et puis ensuite, donc, à la différence de l'étude Escompte qui était restée relativement près des sources, on a cherché dans cette nouvelle campagne justement à avoir des transports de plus longue distance à l'échelle du bassin. Merci. Merci. Je profite que j'ai le micro pour dire qu'entre Le Caire et Pékin, il y a aussi l'aspect gaz à effet de serre peut-être à prendre en compte. El Abdel Rafi, représentant de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement au Maroc. Je pose deux questions sur l'impact de la qualité de l'air sur la santé. D'abord, est-ce qu'il y a eu, c'est-à-dire à travers AFECOM, est-ce qu'il y a, vous avez mis un dispositif de contrôle continu et de prévision par la suite au niveau de la surveillance de la qualité de l'air et son impact sur la santé? La deuxième question, c'est que, est-ce que, à part la caractérisation des particules qu'ils proviennent du Sahara ou qu'ils proviennent disons, des anthropiques, est-ce que, disons que c'est beaucoup plus facile d'intervenir et de corriger, de contenir les particules qui sont d'origine anthropique, à savoir tout ce qui est substances NOx, etc., disons CO2, CO, etc. Et par contre, les autres, est-ce qu'on sait au moins qu'est-ce qu'on pourrait faire? Parce que c'est une problématique. Maintenant, comment lutter contre cette pollution? Je crois que, est-ce qu'il y a déjà un travail qui est fait ou vous êtes arrêté au niveau de la caractérisation de ces particules au niveau du Sahara? Il y a une grande part de votre question qui est sur les aspects environnementaux, donc je pense que ce sera plutôt aux ASCA de répondre. En fait, le projet AFECOM n'a pas généré la mise en place de surveillance particulière de la pollution de l'air ou des effets sur la santé, parce que cette surveillance, elle existe déjà en France depuis
au moins depuis la loi sur l'air de 1996. Donc nous, à l'IVS, depuis plus de 20 ans, on a des études régulières sur les effets de la pollution de l'air sur la santé, des évaluations d'impact sanitaire également. Et on essaie très régulièrement d'informer les pouvoirs publics des résultats de ces études pour qu'ils prennent en compte justement l'aspect santé dans leurs travaux. Après, MedParticles a aussi fait des recherches sur les impacts sanitaires de différents composés chimiques des particules. Là, j'ai pas les résultats en tête. Par contre, ils ont été publiés. Donc, en plus de l'impact des brumes et des feux de forêt, il y a aussi une tentative d'avoir un impact des métaux contenus dans les particules ou d'autres composés chimiques. Et malheureusement, c'est difficile de faire ces études sur la composition chimique, de relier la composition chimique avec la santé, parce qu'il nous faudrait au moins 3 ans de données en continu de composition chimique des particules. Et aujourd'hui, il y a très peu de sites en Europe qui fournissent ça. Et sur MedParticles, il n'y avait que des sites à Rome et à Barcelone, je crois, qui avaient suffisamment de données pour permettre des études. Après, sur la partie environnementale, je vais laisser à des gens plus pertinents que moi vous répondre. Un mot sur les poussières désertiques. En fait, il y a également en Afrique du Nord toute une bande semi-aride qui est cultivée. Et en marge de Charmex, on a travaillé avec l'Institut des régions arides tunisien pour évaluer les impacts des pratiques agricoles sur ces milieux, sur l'érosion éolienne. Et donc, on montre que suivant les techniques de labourage, par exemple, on a des influences très importantes sur les taux d'émission. Et donc, il y a probablement, sur toutes ces zones semi-arides, des bonnes pratiques à mettre en œuvre pour limiter les émissions de poussière désertique. Merci. José Cambou, France Nature Environnement. Monsieur Chanel, vous avez une présentation extrêmement intéressante sur des aspects économiques. Mais quand on s'intéresse globalement aux enjeux, nous, on a le changement climatique, on a la santé humaine et puis on a la biodiversité. Or, la ligne qui était sur votre diapo au début et qui s'appelait « Effet sur la faune et la flore », vous l'avez sautée. Est-ce que dans les mois ou les années qui viennent, vous allez nous alimenter aussi en nous donnant des chiffres sur ce secteur? Ça nous aiderait beaucoup à progresser. Merci. Donc 2 éléments de réponse. Le premier, c'est que c'était une journée méditerranéenne de l'air, donc bon, j'ai présenté ces aspects-là. Le second, c'est que je ne travaille pas personnellement sur ces dimensions. Par contre, j'ai des collègues à Montpellier notamment qui travaillent sur la biodiversité, la valorisation de la biodiversité, qui ont remis un rapport il y a 2 ans là-dessus. Et il y a des collègues au CREG notamment qui travaillent sur la valorisation des services écosystémiques, c'est-à-dire que nous apporte la nature, en fait. Par exemple, si on réfléchit à une zone humide qui disparaîtrait, il y a un certain nombre de services qui sont rendus par cette zone humide et pour lesquels on peut approcher la valeur par des éléments marchands, c'est-à-dire cette zone humide servait en cas d'inondation de stockage temporaire, donc il va falloir augmenter la taille des bassins de rétention. Cette zone humide abritait de la biodiversité, pouvait avoir des activités récréatives associées. Cette zone humide servait d'épuration, etc. Donc je ne travaille pas sur ces aspects. Les économistes qui travaillent dans le champ de l'environnement sont conscients, certains d'entre eux travaillent sur ces aspects. Donc je pense que vous pouvez trouver l'équivalent de ce que j'ai présenté sur la dimension flore et faune auprès de mes collègues ou dans des rapports ou des articles. Excusez-moi, je ne vous demandais pas l'évaluation intéressante de la biodiversité, mais les effets de la pollution sur la biodiversité, puisque c'est les effets de la pollution sur la santé humaine que vous évaluez. D'accord. Alors là, même réponse, je ne travaille pas là-dessus. Et c'est relativement délicat déjà au point de vue humain, pour ce qui est des animaux, hein, de la faune. Donc, c'est difficile d'avoir des données, c'est coûteux, long pour les collecter. Donc, pour l'aspect faune,
Il peut y avoir des études ponctuelles qui étudient des populations données dans des lieux différemment pollués pour étudier quel est l'impact en termes de reproduction ou en termes de maladies. Pour la flore, il peut là encore y avoir des effets qui sont similaires à ceux que l'on utilise pour les cultures, à savoir un impact légèrement positif au départ et puis qui devient rapidement négatif en fonction des concentrations pour les forêts ou des choses comme ça. Mais là, je ne suis pas spécialiste, donc je ne pourrais pas vous donner plus d'éléments que ça. Mais là encore, il y a des chercheurs qui travaillent là-dessus avec la difficulté des données, de l'obtention des données, de la collecte. Si je peux me permettre, il y a M. Malkawi qui voulait intervenir sur la question précédente. Yeah, on the question from Morocco about the public health, what to do, for sand and dust storms. Definitely, there are preventive measures to minimize the level of sand and dust coming to the air. But on the other hand, you need to strengthen the resilience of the health sector to keep up with this. I'll give two examples. One from Tehran, Iran, where they develop an air quality index, and whenever it reaches a certain level, the health sector starts sending messages to the vulnerable people, the kids and as well as the elderly. For instance, they can close schools simply because it's not the right environment, to expose the children, to this. And I've seen through the internet that the Ministry of Public Health in France, they have a system, a public health message that could go, whenever a certain air pollutant reaches the level. It's actually, if you cannot control the air pollutant itself, you can control the exposure, how much the public are exposed to that air pollution. Thank you. Le maître du temps nous autorise 2 questions. Encore. Oui, je peux y aller? Oui, Gérard Bach, donc président d'Atmo Poitou-Charentes. J'ai une question, je souhaiterais avoir des précisions, notamment sur la présentation très bien faite d'ailleurs de M. Marchand, et plus particulièrement sur un des transparents qui compare 2 motorisations suivant les normes Euro 5. Une avec un véhicule essence, c'est-à-dire peau catalytique, et autre camion, donc avec filtre à particules, puisque c'est Euro 5. Et moi, je suis surpris des résultats obtenus, compte tenu que si on a une certaine efficacité de ces 2 dispositifs de réduction des émissions polluantes, on ne devrait pas avoir les courbes qui sont apparues à l'écran. Est-ce qu'on pourrait avoir donc des précisions sur ces 2 courbes? Donc là, ce que j'ai présenté, ce sont des illustrations. Un certain nombre de tests ont été répétés, etc. Donc là, c'est pour illustrer vraiment l'importance du phénomène. Donc si on prend toutes les séries de données, tous les tests qui ont été faits, tous les véhicules qui ont été faits, les différences sont peut-être un petit peu moindres. Là, j'étais vraiment dans l'illustration de la potentialité de ces processus-là. Si on prend les différentes motorisations, donc c'était que des véhicules Euro 5, donc équipés pour les diesels équipés de filtres à particules. Là, j'ai montré qu'un camion. Si on prend les véhicules Euro 5 diesel équipés de filtres à particules, les niveaux sont largement inférieurs. Et la potentialité de former de l'aérosol organique secondaire est nulle. Okay, donc ces résultats-là sont en cours de publication, c'est pour ça que je ne peux pas les montrer tout de suite. Mais sur ces technologies-là, après, autre point, sur les véhicules essence qui ont été testés, ce sont tous des véhicules essence à injection directe. Okay. Donc, ce qui peut aussi expliquer les facteurs d'émission relativement plus importants et la capacité à former de l'aérosol organique secondaire, donc une fois injecté dans l'atmosphère, qui sont beaucoup plus importants. Ça répond à la question, à peu près? Vous êtes surpris par quoi? Surpris par le fait très simple. Puisqu'on est en norme Euro 5, ça veut dire que ces véhicules motorisation essence, motorisation diesel sont équipés de dispositifs supposés efficaces. Donc ça veut dire que les émissions polluantes à la sortie des pots d'échappement ont été avec un certain rendement, voisin de 95, même voisin de 99 pour les filtres à particules sur la motorisation diesel. Ça veut dire qu'on n'a plus d'éléments polluants. Donc avec les éléments de vieillissement, donc l'émission d'aérosols secondaires ne peuvent pas avoir lieu. On reste en dessous, on reste largement en dessous des normes.
faut regarder l'échelle, ça n'émet pas grand-chose. Oui, mais Si si je comparer résume... avec de l'Euro 4, si on compare avec de l'Euro 4, je suis obligé de faire une figure sur une autre échelle. Hein, on est sur de l'Euro 5, on compare deux choses, et on est sur des facteurs d'émission qui sont très faibles. Là, on est de l'ordre de 0,05 grammes de carbone par kilogramme de fuel brûlé. Donc on est quand même sur des émissions qui sont très très faibles. Ok. Enfin, si je me permets de résumer brutalement ce transparent en question, le camion serait moins polluant que la voiture essence. À terme, sur ces technologies-là, sur C'est surprenant. sur ce genre de test-là, c'est intéressant. Oui, s'il vous plaît, Michel Chancon, vice-président de l'Observatoire de l'air. Donc, tous les différents intervenants ont parlé surtout des conséquences de la pollution de l'air extérieur, en quelque sorte. Mais il faudrait aussi penser, je crois qu'on oublie beaucoup, l'air intérieur. Donc il faudrait peut-être en parler, enfin peut-être pas tout de suite, mais il ne faut pas oublier cette problématique de l'air intérieur que certains évacuent. Simplement pour répondre il ne faut pas oublier non plus que beaucoup de l'air intérieur vient de l'air extérieur et notamment les particules pénètrent beaucoup à l'intérieur des logements. Donc c'est vrai qu'il y a des sources spécifiques de pollution en air intérieur avec beaucoup de travaux qui sont faits par l'ANSES notamment sur l'air intérieur. Mais l'air intérieur est aussi beaucoup contaminé par les polluants de l'air extérieur. Bonjour. Donc, Delia Taïb de l'Agence nationale de protection de l'environnement en Tunisie. Donc, tout d'abord, j'aime bien remercier tous ceux qui ont participé à l'organisation de cette journée très intéressante. J'aime bien intervenir sur les deux premières présentations de M. François et M. Nicolas concernant le projet Charmex. En fait, on voit très bien qu'il y a une grande partie de la Tunisie concernée par ces projets-là. Et à cet effet, je vous invite de coopérer avec notre agence et précisément avec le réseau national de surveillance de la qualité de l'air en Tunisie pour compléter toutes les données manquantes pour votre projet. En fait, notre réseau, on dispose d'une vingtaine de stations de mesure de surveillance de l'ozone. Et aussi bien, on dispose aussi d'une dizaine de stations fixes de surveillance en temps réel de poussière PM10. Et on a aussi même de données de composition chimique sur 4 gouvernorats côtières, à savoir Tunis, Sfax, Gebs et Gafsa. Et le plus important aussi, qu'on dispose d'une plateforme de modélisation en temps réel qui modèle aussi le poussière désertique. Et le plus intéressant, qu'elle était alimentée par un inventaire spatialisé national avec deux facteurs d'émission relatifs à la Tunisie. Donc, ce sera très intéressant de comparer les résultats de notre modèle avec la vôtre et aussi de compléter les données manquantes pour le projet Charmex. Et merci. Je pense que nous allons être obligés d'arrêter cette séance de questions parce que nous devons passer à la deuxième partie de la matinée. Je pense que I think that you want to make an intervention now. On the indoor air, just to share with you that WHO just last week issued their new guidance on indoor air quality related to combustion of biomass fuel inside the house. And now they have clear guidance on the use of coal and use of the kerosene and other sort of energies inside house. For indoor air pollution will be receiving more attention in the coming days. Voilà. Désolé, mais je crois qu'il faut qu'on s'arrête. Sinon, voilà, je pense qu'on peut remercier les différents intervenants de cette première partie de la matinée. Et nous pouvons demander aux deux intervenants suivants, M. Jean Jouzel, donc membre du GIEC, et M. Laurent Michel du ministère de l'écologie, de bien vouloir monter sur scène.